Quand les marques se sont développées au XIXe siècle, elles étaient généralement gérées en direct par leurs fondateurs, dont elles portaient souvent le nom, comme Gillette, Poulain ou Simmons. Peu à peu, il a fallu développer des compétences marketing pour mieux connaître les consommateurs et leur apporter des réponses qui soient adaptées. Cela s'est d'abord fait de façon éclatée, entre différents départements d'entreprise, mais aussi des agences externes, comme les agences de publicité ou d'études. Après la Première Guerre mondiale est apparu un nouveau modèle, le modèle de chef de produit qui intègre les différentes compétences marketing. Il s'est imposé comme la référence au cours du XXe siècle. Qu'en est-il à l'ère digitale? Penchons-nous sur l'histoire du chef de produit pour mieux éclairer l'ère actuelle. 4 grandes périodes se distinguent. La première période va des années 20 jusqu'à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Officiellement, le chef de produit naît en 1931, chez Procter & Gamble, du mémo d'un jeune manager, Neil McElroy, qui deviendra plus tard président du groupe. La fonction répond alors à un double besoin. D'une part, faire le lien entre la recherche-développement et le département études de marché, et d'autre part, coordonner la production, la distribution et les campagnes marketing. Le chef de produit est alors vu comme une sorte de petit directeur général de ces marques, dont il porte l'entière responsabilité. L'organisation marketing en chef de produit s'impose rapidement chez Procter & Gamble, mais sa diffusion à l'extérieur reste limitée jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. La deuxième période concerne les années 50 à 70. Dès les années 50, les postes de chef de produit se multiplient aux États-Unis. Ils deviennent la norme dans les grandes entreprises sous le nom de brand manager, de product manager ou de business manager. Pourquoi? D'abord, le développement après-guerre d'une société de consommation nécessite de segmenter les marchés et de mieux identifier les besoins des consommateurs. Des départements études apparaissent donc dans les entreprises qui utilisent les panels de consommateurs et les focus group. Ensuite, il faut justifier l'augmentation des dépenses publicitaires, il faut donc bien connaître le consommateur. Enfin, les entreprises sont de plus en plus complexes, avec un nombre croissant de gammes, de structures multidivisions qui nécessitent plus de coordination. Et à partir des années 70, cette fonction chef de produit arrive en Europe quand les entreprises américaines l'imposent à leurs filiales. Cette période correspond donc à l'âge d'or des chefs de produit. Ils ont de grosses responsabilités, comme la publicité ou la rentabilité par produit. Pourtant, ils ont peu d'autorité formelle. Ils sont contraints d'exercer un pouvoir d'influence, mais ils se voient déjà critiqués. On les accuse de produire de la bureaucratie de marque et d'entraver créativité et orientation client. Nous sommes maintenant dans les années 80-90. À l'ère de la globalisation, le chef de produit perd encore de son aura. Il faut créer des marques puissantes, capables de gagner la préférence des consommateurs du monde entier, et profiter d'économies d'échelle en rationalisant les portefeuilles de marques, reconnus comme ressources stratégiques de l'entreprise. Cela crée une scission. Les décisions marketing stratégiques sont prises au niveau central par les dirigeants et l'opérationnel est exécuté au niveau local par les chefs de produit. Dès lors, leur action se recentre sur le suivi et l'évaluation des actions. Ils deviennent des spécialistes du reporting, avec la généralisation des tableaux de bord grâce au développement des micro-ordinateurs et des tableurs comme Lotus ou Excel. De plus, ils entrent en concurrence avec les catégories managers. Cette fonction a été créée par Procter & Gamble en 1987 pour faire face à une distribution de plus en plus concentrée et mieux prendre en compte les exigences des clients. Certains prédisent alors la disparition du chef de produit, trop éloigné du marché, trop centré sur la planification et la coordination interne. C'est un bon petit soldat, à la vision plus comptable que stratégique. Nous arrivons à la dernière période, depuis l'an 2000. Aujourd'hui, le chef de produit est confronté à des mutations absolument majeures. Le big data, l'analyse programmatique, qui permettent une connaissance du consommateur pointue et une action en temps réel. Dès lors, l'organisation se centre sur les parcours clients plutôt que sur les produits. Les consommateurs interagissent désormais directement avec les marques via les réseaux sociaux. Le chef de produit perd donc le monopole de la relation avec le consommateur et le contrôle du discours de la marque. Il se retrouve en concurrence avec de nouveaux métiers spécialisés, par exemple le data scientist, le social media manager. Et en même temps, un peu paradoxalement, la vision globale et la coordination sont plus importants que jamais. Tout cela requiert de nouvelles compétences techniques, en plus des compétences managériales et stratégiques, et une aptitude à travailler en mode collaboratif dans une démarche de test and learn. La fonction de chef de produit se retrouve dès lors tiraillée entre deux voies opposées mais complémentaires. D'un côté, le facilitateur qui fédère les équipes en interne, et de l'autre, l'expert absolu qui maîtrise les compétences numériques analytiques. En fait,
La période actuelle comporte des similitudes avec le début du XXe siècle, quand sont apparus les chefs de produits. Comme à l'époque, on peut laisser les fondateurs gérer leur marque directement. C'est le cas des startups, où on peut répartir le marketing entre différentes fonctions expertes dans l'entreprise et des agences spécialisées. Mais les mêmes causes pourraient alors produire les mêmes effets. Les marques ont besoin de temps dédié, de vision stratégique et de cohérence, ce qui va à l'encontre de l'ultra-spécialisation qui recrée des silos. Finalement, la fonction chef de produit pourrait bien se réinventer à l'ère digitale. En parodiant la formule de Churchill, l'organisation en chef de produit est peut-être la pire, à l'exception de toutes celles déjà essayées.